Bonsoir et bienvenue donc pour cette deuxième séance consacrée aux objets d'art où nous allons poursuivre notre vagabondage un peu à la manière de Bachelard, mais en explorant d'autres territoires aujourd'hui, des territoires beaucoup plus fuyants puisqu'il va s'agir de l'eau qui est évidemment le lieu de toutes les transformations qui vont être un peu le leitmotiv de cette séance, donc des métamorphoses. Alors, on va commencer peut-être d'une manière paradoxale à y retrouver nos pierres et Ottavio Miseroni, avec lequel nous avions terminé la séance précédente, et ces deux extraordinaires vases de cristal de roche qui sont à Dresde, où vous voyez que cette pierre est amincie jusqu'à presque à disparaître et on a la sensation de sa densité, de sa froideur, de sa température ou de sa couleur que par les changements de son épaisseur, de sa granulation ou des spirales qui évidemment évoquent tout de suite un coquillage ou un mollusque ou une créature, comme ce que vous avez vu la semaine dernière, ce que j'avais évoqué, cette imitation organique un peu générique et extrêmement poétique chez Ottavio Miseroni. Eh bien, dans le cas du cristal de roche, ce n'est pas tout à fait par hasard, puisque depuis l'Antiquité et jusqu'à assez tard au XVIIe siècle, on pensait que c'était de la glace infusible. C'est-à-dire que c'était par un processus de refroidissement radical, en quelque sorte, de l'eau, que le cristal de roche s'était formé. Alors je vous lis un extrait de l'Histoire naturelle de Pline, que j'aurai le plaisir de citer plusieurs fois ce soir. Donc du cristal, c'est une forte congélation qui le condense. Du moins, ne le trouve-t-on que là où les neiges d'hiver sont les plus glacées, et il est certain que c'est une glace. De là le nom qu'il porte en grec, kristallos, qui veut dire glace, mais aussi cristal d'ailleurs. L'Orient nous envoie aussi le cristal, et même le cristal indien est le plus estimé. Pour moi, je puis assurer comme chose certaine qu'il se produit du cristal dans les rochers des Alpes, d'un accès si difficile d'ordinaire qu'il faut se suspendre à des cordes pour l'extraire. Le cristal est sujet à plusieurs défauts. Des cristaux ont une rouille de couleur rousse, d'autres des filaments semblant une fêlure. Les artistes cachent ce défaut par la ciselure. Les cristaux sans défaut ne se cisèlent pas. On les nomme acenteta, non piqués. Ils sont non de la couleur de l'écume, mais celle d'une eau limpide. Enfin, le cristal, ajoute-t-il, est un objet de folie. Une dame romaine qui n'était pas riche, il y a peu d'années, paya 150 000 sesterces un bassin de cristal. Néron, à la nouvelle que tout était perdu, brisa contre terre dans l'excès de sa colère 2 coupes de cristal. Ainsi se vengea-t-il, punissant son siècle, en empêchant qu'aucun autre ne bût dans ses vases. Donc c'est un peu l'inverse de la perle de Cléopâtre, la perle dont on parlera à la fin de cette conférence, de détruire cet objet exceptionnel en cristal de roche. Donc vous voyez déjà cette importance et son prix dans l'Antiquité. C'est une situation qui n'a pas tellement changé finalement au XVIe siècle, puisque ce sont toujours des objets extrêmement coûteux. Mes collègues du Prado, qui ont consacré une très belle exposition au cristal de roche il y a quelques années, cristal de roche fabriqué à Milan ou à Prague, comme ces exemples-là, ont vu que dans les inventaires de la couronne d'Espagne, une coupe de Miseroni était estimée au XVIe siècle le prix de 3 tableaux de Titien, dont le portrait de Charles Quint à la bataille de Mühlberg, qui est vraiment un des chefs-d'œuvre de Titien, du Prado. Titien qui était un peintre hors de prix à son époque. Donc c'est une donnée aujourd'hui que nous n'avons plus présente, évidemment, le coût, mais il faut imaginer que de voir un rassemblement de tels objets dans la galerie d'un prince, eh bien, parlait de beaucoup de choses et aussi du prestige de la possession. Alors ces fêlures que nous mentionne Pline et dont il nous dit qu'elles sont dissimulées
par les graveurs quand ils sont habiles, eh bien, nous les appelons plutôt du givre, qui tire son origine de l'eau, de l'élément aquatique. Et vous voyez ici, dans ce petit seau de métellino de nos collections, comment justement une irrégularité dans le cristal est devenue cette victoire ailée avec une trompette. Et d'ailleurs, la bordure de rinceau, vous voyez, sert aussi à dissimuler certaines imperfections du cristal. Ce qui, évidemment, introduit tout un dialogue entre le graveur et la pierre qui va s'inspirer des formes aléatoires de ces accidents dans le cristal pour créer des petites mouches, des personnages volants, etc., dont tout le monde connaît très bien la fonction, c'est-à-dire qu'il parle des imperfections de la pierre, et on pourrait dire qu'il les dissimule, mais aussi qu'il les souligne en les rendant intéressants et signifiants. Ce caractère congelé du cristal fait que, en clignant des yeux, on peut y voir toutes sortes de choses, même des créatures marines congelées. Vous voyez, c'est ce que nous propose Ulisse Aldrovandi, dont on a déjà parlé la dernière fois, dans son traité des minéraux, et qui donne un exemple de cristal de roche qui contient toutes sortes de figures de ces animaux marins comme saisis dans la glace. En tout cas, cette idée aquatique, cette idée marine domine largement j'aime pas le mot de symbolique, mais disons les associations inconscientes, pour reprendre le mot de Bachelard sur la matière, associées au cristal de roche. Et on a en quelque sorte deux manières de l'utiliser, soit d'une manière quasiment abstraite dans sa limpidité, comme dans le cas de cette coupe, d'un dessin comme parfait, qui est issu d'un modèle de l'orfèvrerie, ou en tout cas d'un modèle qu'on pourrait trouver dans d'autres matériaux, en orfèvrerie ou en céramique, et au contraire d'une coupe aussi en cristal de roche dont la composition, l'invention est entièrement basée sur cette aspiration liquide et marine du matériau, avec ces poissons entrelacés, ces ondes et cette grande coquille. C'est d'autant plus intéressant que ces deux coupes sont toutes les deux attribuées à l'atelier milanais des Miseroni, et à peu près de la même date, donc qui montre aussi combien le discours est différent et que le matériau ne conditionne pas le sens, et nous en verrons d'autres exemples aujourd'hui. Donc beaucoup de sujets qui évoquent l'eau dans ces objets de cristal de roche, à la fois des dauphins, des coquillages, toutes sortes de coquilles, et ces choses intermédiaires entre l'art et la nature qui est cette forme de la nef. Donc la nef veut dire, la nef c'est un bateau, mais souvent c'est un bateau qui ressemble moins à un bateau qu'à une espèce de grand coquillage, et on voit qu'on aime l'ambiguïté de la forme de cet objet. C'est un objet qui est conservé au Prado, donc qui vient de la collection symétrique de la nôtre, issue des collections du Grand Dauphin, celle emportée par Philippe V en Espagne. Et ici, c'est amusant, puisque cette belle nef de cristal de roche était cassée, et au XVIIe siècle à Paris, on lui a fait ce bec grotesque en or émaillé pour en quelque sorte restaurer, récupérer cet objet, mais le transformant en une nouvelle chose. Parmi ces sujets marins, je voulais vous montrer ce bassin aussi au Prado, avec l'histoire d'hermaphrodites. Et on va voir dans tous ces matériaux une quantité de sujets tirés d'histoires de transformation. En grec, métamorphose, et métamorphose, évidemment, ça nous évoque tout de suite le plus célèbre livre de l'Antiquité, c'est-à-dire les Métamorphoses d'Ovide, lu pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'à l'époque moderne, et qui était une source tellement fondamentale pour les arts visuels, non pas parce que c'était une espèce de répertoire commode de je ne sais quoi, mais parce que justement le sujet lui-même de ces métamorphoses est fascinant, de cette continuité entre l'homme, le minéral, l'animal, et cette explication du monde sensible auquel personne ne croit, évidemment. Personne ne croit que les narcisses sont vraiment
le résultat de la mort de Narcisse, mais qui évidemment transforme notre relation à tout ce monde qui de prosaïque devient complètement poétique. Et on comprend dans ce sens-là que les Métamorphoses aient été une telle source d'inspiration et même de libération des formes et des sujets. Donc, vous voyez évidemment la grande différence qu'il y a entre la narration proposée par la peinture, petit tableau de Jean Gossart qui montre donc la nymphe Samalcis qui est amoureuse d'Hermaphrodite, hein, le fils d'Hermès et d'Aphrodite, comme l'indique son nom, et qui, dans un désir d'union très pré-psychanalytique, fait que finalement, ils se fondent en une seule créature qui a les deux sexes. Mais cette Samalcis est une naïade d'une source, donc une divinité aquatique, et c'est par le moment où il se baigne en elle que cette métamorphose s'opère. Donc c'est dans ce milieu de l'eau que les choses sont changeantes, fuyantes et se transforment. Et vous voyez qu'ici, l'histoire d'Hermaphrodite est racontée de manière beaucoup plus elliptique avec ce recours en bas, vous voyez, de ces ondes qui marquent le fond de ce bassin. Qui dit bassin dit évidemment liquide, hein, comme le mot a le même sens qu'aujourd'hui. Objet qui est normalement associé à une aiguière. Dans aiguière, on entend l'eau aussi, même si ces objets n'ont probablement jamais servi à se laver les mains comme leurs homologues dans des matériaux plus commodes. Mais si l'on pense à cette histoire de l'eau et des métamorphoses, on se rend compte qu'il y a toute une série de ces coupes de cristal de roche qui sont décorées dans leur fond de ces ondes. Vous voyez ici plusieurs exemples dans les coupes du Louvre, avec des sujets qui ne sont pas toujours identifiés, comme de ce qu'on appelle des bacchanales marines, avec des créatures fantastiques, évidemment, ou des sujets bibliques ou historiques qui incluent la présence de l'eau, comme cette coupe avec le déluge, qui est également au Louvre. Et vous voyez, peut-être, c'est pas évident quand on regarde l'objet, mais il se produit un renversement étonnant, puisque ce n'est pas tout le cristal qui est l'eau, c'est le cristal qui devient mat. Et c'est le fait de le rendre mat avec ces ondes qui bougent, qui montrent que c'est de l'eau, et le reste de ce cristal complètement limpide devient transparent comme l'air et représente le ciel dans ses compositions. Alors il serait très tentant, et j'ai résisté jusque-là à la tentation de mettre de l'eau dans ces coupes, mais je pense que c'est fait pour recevoir un liquide, de l'eau parfumée ou autre chose, et que ça doit créer une espèce d'effet de loupe avec la gravure du cristal qui fait que la compréhension même de cet objet s'en trouverait probablement modifiée. Alors si on parle de cet usage, mais d'un usage qui n'est pas purement fonctionnel, mais qui serait la manière dont on pouvait se servir de cet objet ou le faire parler davantage. Il y a l'eau, mais il y a aussi peut-être le feu, puisque dans ces vases, il y a beaucoup de dragons, dont certains ont encore une espèce de petite pointe métallique où on a l'impression qu'on peut faire brûler de la pastille, comme on disait au XVIIe, un morceau d'encens qui pouvait se consumer, ou bien quelque chose qui produisait de la fumée. On a l'impression que ces dragons ont été aussi parfois faits pour cracher quelque chose comme un genre de divertissement un peu superlatif et ludique. Vous verrez que c'est une notion qu'on retrouve très souvent associée à ce type d'objet. Alors il y a un autre matériau qui est issu de la congélation d'un liquide, c'est l'ambre. En tout cas, c'est ce qu'on pensait dans l'Antiquité très longtemps. Par son odeur, on a évidemment immédiatement reconnu qu'il s'agissait de résine d'arbre, puisque ça a toujours l'odeur de la colophane, comme la résine de pin. Mais on pensait que c'était le processus du froid qui l'avait rendu fossile, et la présence d'insectes prisonniers de l'ambre était là pour conforter évidemment cette théorie. Alors Ovide nous propose évidemment sa propre version des faits, puisqu'il s'agirait des larmes des sœurs de Phaéton, les Héliades, qu'elle verse à la mort
de leurs frères Héliades qui sont elles-mêmes changées en arbres. Donc vous voyez ce passage de ces nymphes qui deviennent des arbres et qui pleurent ces larmes de résine qui tombent dans l'eau. Et c'est en effet non seulement la congélation de quelque chose qui est liquide, mais c'est de la mer que vient l'ambre. Puisque en Europe, en tout cas, on le ramasse principalement un peu sur les rivages de la Sicile, mais surtout sur le rivage de la Baltique, où la capitale de la production des objets en ambre, aujourd'hui comme autrefois, c'est Königsberg ou Kaliningrad et le nord de la Pologne. L'ambre est considéré comme un minéral, mais il flotte. Donc vous voyez aussi ce matériau qui est à la fois quelque chose et autre chose en même temps. Alors, arrêtons-nous sur le mot. L'ambre en latin s'appelle succinum, qui a donné succinct en français, qui est le nom le plus correct pour désigner l'ambre qui vient des arbres, la résine fossile. Mais en fait, le mot ambre désigne tout à fait autre chose. Il vient d'un mot arabe, ambar, qui désigne l'ambre gris. Et l'ambre gris, c'est un calcul qui se forme dans l'intestin des cachalots, surtout quand ils mangent des seiches ou enfin des céphalopodes qui ont des parties qu'ils ne digèrent pas ou très mal. Donc ça leur reste sur l'estomac, si j'ose dire, et donc il se forme une espèce de sécrétion un peu cireuse qui passe dans l'intestin du cachalot et qu'on recueillait sur les côtes, exactement comme on recueillait l'ambre. Donc un autre matériau venu de la mer, matériau très étrange puisque par son séjour dans la mer et sa dégradation, il produit un parfum musqué qui est cette odeur particulière de l'ambre gris. Je vous montre ici une pomme de senteur avec un morceau de cet ambre gris donc, qui permettait de le tenir entre les mains ou de l'accrocher à sa ceinture. Cet ambre qu'on ramasse, évidemment, il est difficile d'en trouver des gros morceaux. Ce sont des fragments de toutes sortes de couleurs variées, plus ou moins transparents ou opaques, clairs ou foncés. Et on peut fabriquer, évidemment, toutes sortes d'objets dans ce matériau qui est à la fois très difficile à sculpter, mais qui se fond ou se découpe très facilement, étant une résine. D'ailleurs, presque tous les objets en ambre qui sont faits aujourd'hui, même quand c'est de l'ambre véritable, c'est de l'ambre fondu et remoulé. Donc, ce qui n'était évidemment pas le cas à l'époque. Des objets qui vont, vous voyez d'objets, disons, utilitaires ou presque, comme ces couverts de luxe, ou des objets qui, évidemment, associent l'origine un peu merveilleuse de ce matériau avec des compositions tout à fait extravagantes. Et cette question de l'émerveillement produit par ces objets, qui tient à la fois du matériau et de sa mise en œuvre, est aussi un des thèmes sur lesquels nous reviendrons aujourd'hui à plusieurs reprises. Voilà un rare exemple de sculpture en ambre, c'est un matériau extrêmement friable, et vous voyez ici très bien la différence de mise en œuvre avec ces plaques au contraire qui sont collées et en ambre beaucoup plus opaque et souvent plus poreux d'ailleurs sur la base. Alors nous n'avons pas beaucoup, à la différence des grandes collections germaniques qui ont davantage rassemblé ce genre d'objets. Les Français en ont été moins friands et en plus les centres de production sont plus éloignés. Mais nous conservons un objet tout à fait exceptionnel en ambre qui est cette grande coupe de la collection de Louis XIV qui fait plus de 35 cm de long, ce qui est vraiment un morceau d'ambre énorme puisque presque tous ces objets en ambre sont composés, comme vous l'avez vu, de morceaux agglutinés ensemble et on y retrouve encore une fois toute cette inspiration marine de coquilles, de dauphins et de créatures issues de l'eau, donc qui rappellent aussi cette origine maritime, aquatique de l'ambre. C'était des objets assez rares et assez exceptionnels pour que Louis XIV décide d'offrir aux ambassadeurs du Siam, parmi les multiples objets qui devaient les émerveiller, une grande coupe en ambre en forme de nef, décoré d'une bacchanale d'enfants dont on ne connaît que la description par le don qui en a été fait en 1687 et peut-être quelque part au fond de la Thaïlande il y a encore cette coupe de la collection de Louis XIV.
Alors j'ai dit brièvement qu'en Sicile, on pouvait ramasser aussi de l'ambre sur la côte en beaucoup plus petite quantité et des objets qui donc, sont beaucoup plus rares, mais nous conservons un rare calice qui provient des Tuileries d'ailleurs, sûrement réalisé en Italie du Sud, en Sicile ou à Naples, autour de 1600. Alors une autre histoire de solidification en restant dans la même région de la Sicile et de Naples, c'est celle du corail. Donc vous voyez ici le magnifique branche de corail suspendue au-dessus du trône de la Vierge dans le rétable de Mantegna au Louvre. Et la tradition des métamorphoses antiques nous dit que le corail, donc, qui est cette matière incompréhensible, qui a la forme d'une plante, mais dont on voyait que c'était un genre d'animal, et qui est aussi un genre de pierre, qui est mou dans l'eau, mais devient dur hors de l'eau, eh bien, il trouvait son origine dans le sang coagulé de la tête de la gorgone Méduse, donc cette créature effrayante. Le nom gorgone veut dire terrifiant, dont gorgone c'est le genre et Méduse c'est son prénom à elle. Enfin, vous voyez tous les animaux marins d'ailleurs qui sont associés à ce personnage. Et donc quand Persée a tranché la tête de la gorgone, le sang qui s'est répandu dans l'eau s'est solidifié et a donné le corail. Alors c'est un jeu qui a plus de facettes, puisque le pouvoir du regard de la gorgone, c'était justement de transformer en pierre ce qu'elle regardait, c'est-à-dire quand elle était vivante, elle-même transformait ce qui était vivant en pierre, et son sang, donc le principe de sa vie, s'est lui-même pétrifié dans sa mort. Alors, vous voyez qu'un artiste aussi cultivé que Canova a joué de cette idée avec ce Persée qui regarde la tête de la gorgone qui ne le regarde pas, mais même ce Persée, si vivant, il est en pierre. Et donc tout ça nous parle aussi d'une certaine manière de la sculpture, comme ce tableau de Luca Giordano, où vous voyez que les assaillants de Phinée se transforment eux aussi en statues. Le corail, voilà ce que nous en dit Pline. Autant nous attachons de prix aux perles de l'Inde, autant les Indiens en attachent au corail. Dans les faits, c'est l'imagination des peuples qui fait le prix de ces choses. Et ça, c'est quand même une remarque extraordinairement clairvoyante. Le plus estimé se trouve dans le golfe gallique, autour des îles Stoëcades, les îles Stoëcades, c'est Porquerolles et Porquerolles aujourd'hui, donc c'est en face d'Hyères que Pline indique comme étant le site le plus important pour le corail dans l'Antiquité, et dans la mer de Sicile, donc autour des îles éoliennes. Il en vient aussi devant Naples en Campanie. Et les baies qu'il porte sont blanches et molles sous l'eau. Au dehors, elles deviennent aussitôt dures et rouges. On dit qu'il suffit de le toucher pendant qu'il est encore vivant pour le pétrifier, et que pour cette raison, on cherche à le prévenir en l'arrachant avec un filet ou en le coupant avec un fer bien aiguisé. C'est cette espèce de tonte qui lui a fait, ajoute-t-on, donner le nom de corail. Je cite Pline toujours, d'un mot grec koura qui veut dire le fait de tondre. Et il termine en ajoutant ceci: une branche de corail pendue au cou d'un enfant passe pour le mettre en sûreté. Donc le caractère prophylactique du corail est une chose bien connue de l'Antiquité à aujourd'hui, où il y a encore des nouveau-nés ou des enfants qui portent des petits colliers de corail. Vous voyez, même la Vierge a pensé qu'il était utile d'en doter le Christ dans le tableau de Piero della Francesca. Et toutes sortes d'objets qui relèvent plutôt d'ailleurs des amulettes que des bijoux utilisent ce matériau pour son sens de protection, qui est encore accentué par la forme qu'on lui donne, c'est-à-dire par exemple de la figa qui permet d'éloigner le mauvais sort, comme les cornes bien connues des méridionaux, ou le grand corne, la grande corne napolitaine, dont la forme évidemment vient du morceau de corail dont elle était faite à l'origine, même si cette corne est ensuite devenue un objet en lui-même protecteur qui peut être fabriqué en plastique, comme vous le voyez ici, et être tout aussi inefficace, j'allais dire.
Le grand centre de production du corail, ce sont Naples et la Sicile, mais plus particulièrement en Sicile, Trapani. Et je vous montre ici deux objets typiques de cette production qui, d'ailleurs, n'utilisent pas le corail seul, mais en association avec d'autres matériaux qui jouent d'ailleurs dont l'effet d'émerveillement, encore une fois, provient de ce mélange de ce qui vient de la défense de l'éléphant et de la mer, ou du jaspe, de cette pierre marbrée, tachetée, qui est aussi sicilienne. Dans ce Saint-Sébastien, vous voyez que le corail joue volontiers le rôle de l'arbre, mais d'un arbre paradoxal, puisque c'est un arbre rouge qui, évidemment, ne peut pas être la couleur d'un arbre. Alors, cette grande plaque est très typique de ce que produisaient les ateliers de Trapani, en particulier cette manière d'assembler des petits morceaux ou des perles de corail sur une base en laiton doré. Et vous voyez toutes sortes d'éléments en nacre découpés. Ici, donc, un autre matériau tiré de la mer pour composer cette image qui célèbre la Vierge de Trapani, donc une statue gothique miraculeuse de la ville de Trapani, et compose ainsi une espèce de palladium qui parle à la fois de la ville par ce qu'elle a de plus saint, de cette image de la Vierge, mais aussi de tous les matériaux qui sont mis en œuvre dans cette ville, le corail et la nacre. Les objets de dévotion, pour employer ce mot un peu vague mais commode, sont un très bon endroit pour tester ou flairer un peu le sens que peuvent avoir ces objets, puisqu'ils ont, si ce n'est une fonction évidente, à quoi ça sert d'avoir ce Saint-Sébastien ou cette Vierge de Trapani, on ne sait pas bien, on peut peut-être prier devant, mais on peut prier ailleurs, et souvent les gens qui avaient ça avaient aussi une quantité d'autres images qui pouvaient remplir le même office. Donc il y a une apparente fonction, il y a en tout cas un sens qui est manifeste, puisque ça représente quelque chose qui se signifie à nous, mais on peut avoir un doute et même l'intuition que peut-être le plus important n'est pas dans cette histoire, somme toute banale qu'on nous raconte, même si elle est tout à fait sainte, et vient dans la manière dont on nous la raconte. Alors, je vous montre ici une crèche réalisée toujours à Trapani à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle, qui est évidemment peut-être l'émerveillement devant la naissance du Christ, mais surtout devant cette profusion miniature de petits objets, de tout ça fabriqué dans ce matériau tellement rare et précieux qu'est le corail, dont il est difficile d'avoir d'aussi grands morceaux pour tirer des figures. Donc on voit que grâce à ce type d'objet, un nouveau processus un peu différent de ce que j'évoquais la dernière fois, c'est-à-dire comment le matériau prend le pas sur le sens. Ce n'est pas un sens qui naît d'une rêverie sur le matériau, mais finalement le fait que cet objet en corail est plus important que le fait qu'il représente la crèche, je dirais. C'est peut-être un peu provoquant de le penser de cette manière-là, mais c'est pour vous faire sentir que la crèche est un moyen, ou le Saint-Sébastien, d'utiliser, pour des sujets qu'on connaît et qu'on apprécie, ces matériaux qu'on a envie de mettre en œuvre. Alors, ça va jusqu'au paradoxe absolu, puisque vous voyez, quand on réalise ce crucifix en corail, peut-être que les Siciliens peuvent prier facilement devant cet objet, il faudrait leur demander. Mais en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que c'est extraordinaire d'avoir une branche de corail de cette taille qui permet de faire un crucifix comme dans une défense d'éléphant. Et que, pour reprendre la formule de Marshall McLuhan à propos des médias, là, le message, c'est le médium, c'est-à-dire que cet objet, il parle du travail du corail avant de parler du Christ sur la croix. Alors vous voyez que ce glissement du sens où la forme artificielle, la forme inventée, la forme culturelle donnée aux matériaux s'efface en quelque sorte devant le matériau, parce qu'il y a un paradoxe dans l'utilisation de ce matériau. Donc ce ne sont pas deux choses qui convergent, comme ce que j'ai montré auparavant, mais plutôt qui divergent et qui créent justement ce sentiment de surprise et d'émerveillement.
Alors peut-être l'objet le plus éloquent pour expliciter cette idée, c'est ce vase, donc, parce qu'il s'agit d'un vase qui s'ouvre, du grand orfèvre Wenzel Diamnitzer, dont il existe 2 exemplaires, l'un à Dresde et l'autre au château d'Écouen. Alors, parce que nous avons l'œil lavé de toutes ces images des métamorphoses d'Ovide, justement, on reconnaît dans cette image Daphné, poursuivie par Apollon, qui se transforme grâce à une prière qu'elle fait pour être sauvée des griffes d'Apollon. Elle se transforme en arbre, et donc c'est ce Daphné qui devient laurier. Mais vous voyez que, bien que nous reconnaissions immédiatement dans cette femme avec des branches qui lui sortent, qui remplacent ses mains, une Daphné, il n'y a pas d'Apollon dans cette histoire. On ne sait pas pourquoi elle se transforme toute seule. Ce n'est que notre habitude, c'est-à-dire ce qui est consensuel au sens premier du mot, ce qui est banal, ce qui est ordinaire dans cette histoire, comme dans la crèche, qui permet à l'objet d'exister, mais justement de se détacher de son propre sujet, du sens tel qu'il paraît défini par l'artiste lui-même. Puisque cette métamorphose se fait sous la forme d'un matériau qui est déjà issu d'une métamorphose et non pas d'une banale branche, puisque c'est ce corail qui lui-même obéit à ce processus complexe et qui est déjà cet animal qui devient une plante, comme cette image d'une femme qui devient un matériau réel. Et le jeu n'est pas seulement entre l'art et la nature, mais aussi entre l'illusion et la réalité. Et on ne sait pas qui est plus faux que l'autre entre la forme inventée par le sculpteur ou ce corail qui est une forme naturelle, mais qui représente autre chose que ce qu'il est. Et ce jeu qu'on pourrait opposer de l'art et la nature à l'illusion et la réalité, en sachant que sous ces 2 mots, on peut mettre des choses tout à fait convergentes ou opposées, on en trouverait une autre expression chez le même orfèvre, par exemple, par l'emploi, le recours au moulage sur le vif, c'est-à-dire de prendre des vrais animaux qu'on moule et qu'on fond ensuite en argent ou en bronze ou en d'autres métaux, et qu'on a même peint au naturel pour les faire encore plus ressemblants à leur prototype lorsqu'ils étaient vivants. Donc vous voyez les petites grenouilles, les serpents et les écrevisses du bassin du Louvre, eh bien c'est moulé sur de vrais animaux. Donc vous voyez le jeu de l'introduction de ce vivant réel, mais qui donne l'illusion de l'art ou l'inverse. Vous avez compris que nous sommes au milieu du XVIe siècle, c'est exactement tout ce qu'on aime à ce moment-là. Alors parlons maintenant des coquillages qui sont sûrement de tout ce qui est dans la mer, la chose qui a davantage fasciné. D'abord pour dire que du coquillage vient le mot, le nom du plus artificiel des matières produites par l'homme, de la porcelaine. Et comme vous le savez sûrement, porcelaine vient de ce coquillage de l'océan Indien, découvert par Marco Polo, et qu'il a appelé de manière extrêmement peu poétique porcella, parce que ça ressemblait à une vulve de truie. Et c'est à cause de ce nom de la petite truie, de la porcella, que la porcelaine s'appelle la porcelaine. Donc c'est d'abord la truie, ensuite le coquillage, et ensuite le matériau qui a ce lustre tellement parfait qu'il semble un coquillage. C'est assez drôle parce que le nom savant du coquillage a conservé d'une manière un peu plus élégante que l'histoire de la truie, l'idée d'une association féminine, puisque ça s'appelle Kyprea, donc de cyprès, de Vénus, ou coquillage de Vénus. Alors en passant, et juste comme un clin d'œil à mon cher Sauvageau, un petit objet de nos réserves, qui est un de ces coquillages montés en petites tasses de voyage ou tasses de chasse, disait-on, donc comme une chose à mettre dans sa ceinture. Et Sauvageau a fait ses délices de cet objet en trouvant dans le dictionnaire de Richelet
qu'on décrivait exactement ce genre d'objet avec une forme plus ou moins obscène. Et il a noté ça pieusement, si j'ose dire, sur un petit morceau de papier qu'il a plié à l'intérieur de ce petit vase. Et j'ai retrouvé, d'ailleurs, 150 ans après, le papier de Sauvageot plié dans ce petit vase. Vous voyez un autre exemple de ces vases de chasse, donc avec cette forme très particulière en verre aussi de nos collections. Mais là, évidemment, tout d'un coup, on provoque une espèce de court-circuit entre cette forme qui a une origine évidemment purement pratique, pour éviter que ça se renverse, avec ce coquillage et toutes les associations qu'il comporte. En fait, la porcelaine en tant que telle a été assez peu... elle est dans tous les cabinets de collectionneurs. C'est un coquillage qui n'est pas tellement rare et qui, comme beaucoup d'autres choses qui sont importées des Indes, va se trouver extrêmement dévalué par l'établissement de routes permanentes après que les Portugais aient contourné l'Afrique et qu'on aille relativement rapidement, disons, au Japon, en Chine ou en Inde. Tous ces objets vont arriver en grande abondance, et en assez grande abondance pour qu'on en tapisse des grottes dans des châteaux au lieu de les garder pieusement dans des vitrines. Par contre, on va parfois les transformer en d'autres choses, par exemple en cuillères, en jouant sur la forme naturelle du coquillage, comme ces cuillères de porcelaine, avec ce très curieux service réalisé sûrement à Goa au XVIIe siècle, qui se trouve dans le trésor de l'ordre teutonique à Vienne, assorti de ces coupes à sorbet ou quelque chose comme ça, en filigrane et en noix de coco. Donc vous voyez le même mélange d'objets exotiques et naturels. Un autre usage de tous ces coquillages avec cette structure de couche, c'est d'en faire des camées. Donc nous revenons à nos pierres, donc le coquillage qui, d'une certaine manière, se met à imiter la pierre quand la pierre imitait le coquillage précédemment. Et je vous en montre parmi de multiples exemples, ce plat apporté par Marie-Antoinette à Paris, un des rares objets qu'elle a dû prendre avec elle de Vienne, qui montre 144 camées, donc des Habsbourg, et d'un objet qui est assez laid, pour dire la vérité, et vraiment très démodé à cette date, et dont je me demande si elle n'avait pas juste comme presque un souvenir d'enfance de quelque chose où on lui montrait des portraits ou Dieu sait quoi, pour avoir pris la peine de ramener cet objet. Alors, des coquillages plus fascinants, le nautile et le turbo. Je vais vous montrer les animaux vivants, puisque pour le nautile, c'est la forme de l'animal qui nage, qui lui a donné son nom, qui vient de l'idée de nautique, évidemment, de bateau. Et les Grecs de l'Antiquité ont trouvé qu'il avait l'air d'une barque avec ses voiles, donc quand le mollusque est complètement déployé hors de sa coquille. Le turbo est un autre coquillage, un autre animal exotique comme le nautile, dont l'opercule, d'ailleurs, fait cette espèce d'œil assez inquiétant. Et on le trouve d'ailleurs séparément. Et on lui a aussi inventé une histoire. Il est devenu l'œil de Sainte Lucie. Donc vous savez, la martyre sicilienne à qui on a arraché les yeux. Et on fait toutes sortes d'amulettes pour la vue à partir de cet opercule. Ce nautile, évidemment, petit bateau vivant, eh bien, immédiatement, on va pouvoir le transformer en un autre genre de bateau, de ces nefs qui servent au décor de la table, nef immobile comme celle-ci, ou à roulettes comme cette nef du trésor de Saint-Nicolas du Port, près de Nancy. Ce qui est aussi tout un autre sujet qu'on ne va pas du tout aborder ici, qui est celui des automates et de toutes les imitations de la nature ou de certains processus naturels par des objets artificiels. Alors, vous savez, le nautile a cette croissance qui suit une forme de logarithmique, donc d'une espèce de pureté géométrique très surprenante, selon les proportions du nombre d'or, ou à peu près en tout cas, et donc présente toutes ces chambres de taille croissante, dont vous voyez qu'ici,
on a tiré parti en découpant dans toutes ces cloisons tout ce décor héraldique. C'est un nautile monté à Augsbourg au début du XVIIe siècle qui se trouve dans nos collections. Évidemment, ce nautile, cet objet très précieux et exotique, c'est aussi un genre d'escargot. Alors, on peut s'amuser, à contrario, à montrer que cet objet tellement lointain et incompréhensible, eh bien, c'est aussi ein Schneck, comme le dit Virgile Solis, vous voyez, proposant un dessin de monture de nautile où figurent évidemment les créatures fantastiques qu'on trouve presque toujours associées à ces objets, mais aussi le bête escargot des haies qui se trouve entre les pattes du satyre. Et vous voyez ce jeu entre, ici c'est un turbo monté, entre le vrai turbo et une espèce d'hippocampe qui habite dans un coquillage imité, et genre de jeu entre l'illusion et la réalité du coquillage et l'illusion de sa représentation. Alors on peut aussi aller un peu plus loin et justement l'utiliser de manière détournée. C'est là que je disais qu'il y a une espèce de tension, de distorsion entre l'objet naturel et tout ce qui lui est associé et la manière dont on peut l'employer. Par exemple, on transforme ce coquillage exotique en un animal, exotique, en autruche, où le coquillage devient à peine reconnaissable. Ou bien on peut le rendre symétrique en le découpant et créer des vases avec des formes extraordinaires, où bien sûr on reconnaît le nautile, mais un petit peu en clignant des yeux, et proposer des objets complètement paradoxaux, puisqu'évidemment on sait très bien, pas comme une information, mais comme une sensation, que ce sont deux morceaux d'un coquillage et qu'évidemment, ça ne peut pas être un vase dans lequel on peut mettre quoi que ce soit, mais que c'est juste une illusion d'un vase faite par cette espèce d'effet de miroir, comme si on avait dédoublé cet objet face à une glace. Alors on peut aussi l'utiliser comme d'autres coquillages, c'est-à-dire le graver, puisqu'il a parfois des couches, ça dépend des variétés de l'animal, soit avec des poissons par exemple, donc à nouveau on a comme ces effets d'aquarium un peu naïf mais assez amusant, ou bien des sujets beaucoup plus élaborés comme ce bain de Diane, donc un sujet qui a à voir avec l'eau aussi de ces déesses qui se baignent, gravé par Belkin, qui est un graveur hollandais qui était spécialisé dans la gravure de turbo et de nautile à Amsterdam au XVIIe siècle, donc qui fait partie de nos collections, ou comme ici, ce nautile avec cette monture très amusante, d'abord parce qu'il a été gravé non pas en Europe, mais il a été gravé en Chine. Je ne sais pas si vous arrivez à deviner ici, on voit le nautile sans sa monture, donc est entièrement gravé de motifs chinois, de motifs floraux, et monté en Europe. Une monture qu'on a attribuée, mais je pense de manière tout à fait erronée, aux ateliers padouans, par similitude avec des bronzes faits à Padoue, avec cette patte d'aigle moulée sur le vif. Donc vous voyez la combinaison de le monstre, le petit personnage qui est sur le monstre, le coquillage et sa gravure, et l'objet fabriqué, mais qui est lui-même le moulage d'un vrai élément naturel. Et le fait de mouler une patte de rapace sur le vif, c'est décrit dans plusieurs traités sur la fonte, et donc il n'y a aucune raison de penser que ça ait à voir avec nos padouans. Le coquillage, c'est la chose évidemment qui a le plus inspiré les artistes, parce que c'est une espèce de forme naturelle qui est immédiatement artistique, avec laquelle on peut jouer infiniment, comme Bernard Palissy l'a fait, ou ce petit objet d'Avon, vous voyez ce coquillage qui est avec cette couverte jaspée et avec une petite grenouille à l'intérieur. Un autre exemple de cet emploi du coquillage moulé sur le vif, sur le naturel, dans ce petit encrier de nos collections de Severo de Ravenne. Alors, puisqu'on en est au coquillage, juste un mot, parce que c'est curieux et peu connu, du byssus de la grande nacre de la Méditerranée.
Donc ce grand coquillage qui pousse, j'allais dire, enfin qui vit plutôt comme ça, planté dans le sable, comme vous voyez sur cette image, et qui a cet intérieur nacré, eh bien, il développe de grands filaments qui lui permettent de tenir dans cette position verticale. Le byssus, qui d'ailleurs existe sur tous les mollusques, comme vous le savez, si vous avez déjà nettoyé des moules, tous ces petits fils très agaçants à enlever, c'est du byssus. Mais il se trouve que le byssus de la Pinna nobilis est d'une couleur presque dorée et qu'il a été utilisé pour faire du tissu depuis l'Antiquité. Et en voici un exemple. Donc, vous voyez le matériau tel qu'il se présente quand il est brut, et on peut tisser avec ou broder. Et il y a très peu de textiles conservés avec ce matériau, ou peut-être parce qu'on ne sait pas toujours l'identifier, mais il y a cette célèbre chasuble de la fin du Moyen-Âge à Loinec, dite de Saint-Yves, où on voit très bien l'effet de brocart métallique que donne ce byssus. Alors c'est très amusant parce qu'il y a un mot dans la Bible en hébreu qui est shesh, qu'on traduit par le lin fin. Alors dans la Bible, dès que c'est particulièrement précieux, c'est quelque chose en lin fin. Alors il n'est pas sûr, le sens d'origine n'est pas certain, mais en tout cas, quand on a traduit en grec, on a traduit par byssos, c'est-à-dire par le byssus de la grande nacre de la Méditerranée, qu'on appelait aussi l'or de Chypre pendant le Moyen-Âge et le début de l'époque moderne. Et la corrélation est assez certaine, puisque dans les évangiles donc, qui sont écrits directement en grec, enfin, en tout cas, c'est le premier texte que l'on connaît. L'histoire de l'homme riche, la parabole de l'homme riche dans Luc, qui était vêtu de pourpre et de lin fin, dit-on dans la traduction, en fait, c'est porphyran kai buson, donc de la pourpre et du byssus. Donc c'est tout un pan de cette industrie de luxe dont on a une toute petite idée à travers des mentions textuelles. Alors, tiré du coquillage, la nacre, bien sûr, dont l'origine du mot est extrêmement douteuse. On nous dit que ça vient de l'arabe, d'un mot qui veut dire en creux. Mais les Arabes utilisent tout à fait d'autres mots pour désigner la nacre, ce qui est quand même embêtant. Et ils l'appellent d'ailleurs arakalole, ce qui veut dire racine de la perle. Et c'est le même sens que perlmutter ou mother of pearl, d'autres langues européennes qui utilisent cette idée que la nacre, c'est là que la perle est engendrée. Alors c'est un matériau particulièrement nomade, puisque même si il y a de la nacre dans tous les coquillages, la nacre qu'on utilisait dans les objets venait pratiquement que de coquillages de l'océan Indien. Dès que ces routes commerciales ont été établies, comme je l'ai dit, on a produit pour le marché européen des pièces avec des formes européennes comme aiguière et bassin, donc le lavabo, hein, le cuvette et le broc, mais là qui sont tout à fait, qui n'ont de fonctionnel que l'apparence, puisqu'on ne peut pas se laver les mains dans un objet pareil, qui est en bois entièrement plaqué de lamelles de nacre qui tiennent avec des petits clous en métal. Ces objets eux-mêmes, qui sont des objets d'exportation pas extraordinairement élaborés, comme vous le voyez, un peu crus, deviennent, alors qu'ils sont déjà faits pour être exportés, deviennent eux-mêmes de curieux objets exotiques et sont à nouveau montés, comme l'a fait Nicolas Schmitt avec ce bassin du Gujarat, donc, qui était le même objet, qui a reçu une monture d'orfèvrerie et composé une aiguière, donc un vase à verser l'eau, d'un dragon et de turbots, vous voyez, qui semblent les ailes et la queue enroulée de cette créature fantastique. On a un très bel exemple, très prestigieux, de cette pratique avec le coffret réalisé par l'orfèvre de François Ier, Pierre Mangot, qui est un coffre du Gujarat plaqué de ces lamelles de nacre, donc un objet sûrement assez modeste de ce genre-là, mais qui évidemment, tant que nous sommes avant 1580, sont des objets extrêmement rares qui arrivent très laborieusement à travers les marchands arabes et la Méditerranée probablement, mais qui vont évidemment se voir dévalués au cours du XVIe siècle.
Alors on peut en faire des camées aussi, donc vous voyez à chaque fois ce camé qui est né de la pierre, cette histoire du camailleux qui peut prendre forme dans toutes sortes d'autres matériaux. Et la nacre, c'est évidemment disponible qu'en toute petite quantité. Donc quand on choisit de couvrir entièrement un objet de grande taille de ce matériau qui n'est disponible qu'en petite quantité, même s'il n'est pas extraordinairement précieux, évidemment, on crée quelque chose d'inouï ou de jamais vu. C'est le cas de ces meubles conçus par Riesner pour le boudoir de Marie-Antoinette à Fontainebleau, qui sont d'acier entièrement recouverts de nacre et qui ont l'air d'être un bijou ou une tabatière ou un très petit objet qui devient pratiquement de l'architecture. Un mot en passant de l'écaille, un autre matériau de la mer, de la tortue, très utilisé par les Romains, qui en importaient des quantités d'Inde déjà. Et Pline, d'ailleurs, est tout à fait contre, il n'aime pas tout le luxe inutile. Et c'est toujours de l'époque de Néron, évidemment, où on a introduit les pires choses dans la culture romaine, dont l'habitude des meubles plaqués d'écaille. Et ça, c'est très intéressant de penser que peut-être, même dans l'idée de replaquer des meubles d'écaille, eh bien, il y avait tout de même cette idée que Pline disait que dans l'Antiquité, on plaquait les meubles avec de l'écaille, qui est quand même une idée complètement absurde, il faut bien le dire, puisque ça se décolle tout le temps, comme nous le savons. L'usage immodéré de l'écaille par les Romains a même fait croire aux Chinois, dans les sources contemporaines, que l'écaille venait du monde occidental. Alors qu'elle vient d'Inde, mais les perles et l'écaille étaient importées en telle abondance que les Chinois avaient inversé le circuit de son commerce. Alors, juste pour illustrer cette idée, ce petit coffret toujours arrivé chez nous grâce à Sauvageau, qui est un objet mexicain, et qui montre cet énorme bouleversement de la circulation de ces matériaux, puisqu'évidemment, l'Ouest, tout d'un coup, se met à être voisin de l'Est, et au lieu que ce soit cet Orient extraordinairement lointain où on va contourner l'Afrique et aller jusqu'à Nagasaki, eh bien, finalement, ces objets se dirigent vers l'Ouest et s'arrêtent au Mexique où ils sont mis en forme. Donc, vous voyez, de l'écaille de l'océan Indien, mais travaillés au Mexique et ensuite envoyés en Europe. Alors, peut-être que cette polysémie des matériaux, qui est un peu le fil conducteur de ces conférences, on peut tenter de l'utiliser aussi pour des choses pour lesquelles on n'a pas l'habitude de le faire ou perdu l'habitude de le faire. Par exemple, de penser que peut-être qu'au XVIIe siècle, on voyait aussi dans ces armoires de Charles-André Boulle l'utilisation de bois qui venait du Brésil et de l'écaille qui venait de l'Inde, et qu'il y avait cet effet d'extraordinaire richesse qui était aussi de ces matériaux très très éloignés les uns des autres, un peu comme les antiques faisaient avec les pierres de couleur. Enfin, nous allons terminer en parlant des perles, en vous montrant cette œuvre tout à fait singulière de nos collections, cette représentation de la pêche des perles, un tableau peint par Antonio Tempesta, un peintre florentin, qui a été offert par Pietro Strozzi au Grand-Duc de Toscane, comme II, donc on est au début du XVIIe siècle. Et vous voyez que c'est une extraordinaire plaque de lapis lazuli, avec tous ces effets d'écume, de nuages, de tout ce qu'on y voit, qui a servi de prétexte ou d'inspiration pour y représenter la pêche des perles. Donc une pierre qui semble imiter l'eau, et on va montrer comment de l'eau on va tirer ce matériau précieux, ce minéral précieux que sont les perles. Je vous en montre deux détails. Donc on voit ici la traite, l'ouverture des huîtres perlières et le pesage des perles, etc. Et au premier plan, c'est plus amusant puisqu'on voit qu'on pêche toutes sortes de coquillages exotiques et on reconnaît nos turbots et nos nautiles, donc, qui sont associés à cette production de luxe tirée de la mer.
Alors la perle, évidemment, a toutes sortes d'associations très complexes et très multiples. D'abord par sa régularité, par son lustre, par son éclat. Et vous voyez, c'est un détail d'un portrait de Pourbus qui montre Claire Eugénie, la régente des Pays-Bas, je crois, je ne suis pas tout à fait sûr. Enfin, peu importe, où vous voyez comment la parure, composée de diamants et de perles, joue avec l'œil de cette femme qui est à la fois comme nacrée dans son blanc et plein d'éclat dans la pupille, comme le diamant qui est toujours montré comme noir et très comme pour en montrer l'éclat très intense dans la peinture du XVIIe siècle. Et l'association de la perle à la beauté féminine est une espèce de chose très constante. Je vous montre ici ces deux extraordinaires perles poires les boucles d'oreilles de l'impératrice Joséphine qui font partie qui sont présentées avec les diamants de la couronne. Donc cette idée de la perfection, de la rareté, de la vertu aussi, est une chose fondamentale pour comprendre les symboles qui sont attachés à la perle. C'était l'archiduchesse Isabelle, pardon, pas du tout Claire Eugénie, mais c'est pas du tout grave. Alors, enfin, de mon point de vue en tout cas, de nos collections, peut-être le plus extraordinaire objet en perles, c'est ce diadème de l'impératrice Eugénie, où évidemment se joue un double jeu. C'est à la fois de créer un objet de perles et d'assortir les perles, parce que les perles ont toutes une physionomie, une couleur et une taille qui est différente, et d'arriver à composer avec ces objets qui sont uniques par essence un objet harmonieux, eh bien, c'est ce qui fait tout le prix de ce diadème. Alors, perle, curieusement, on ne sait pas trop d'où vient ce mot. On nous dit que ça vient de péroula, de petit sac, mais on ne voit pas très bien comment on passe de l'idée de petit sac à désigner un objet tellement précieux et extraordinaire. C'est d'autant plus curieux que les langues européennes aient utilisé de manière presque universelle ce mot perle, alors qu'il y a un mot latin beaucoup plus beau et riche de sens, qui est marguerite, puisque depuis le sanskrit margalite en passant par le grec et le latin, margarita, c'est la perle. Et évidemment, ça ouvre toutes sortes de jeux possibles, évidemment, avec la fleur, avec la femme du même nom. Je vous en montre deux exemples. Un jeu de Dali sur le portrait de l'infante Marguerite de Velázquez, qui devient cette espèce d'énorme perle. Donc, on ne sait pas où est la femme et où est l'objet créé ou naturel de ce masque qui est son nom, qui la dissimule complètement derrière l'idée que représente la perle, en quelque sorte. Et un petit texte que je voudrais vous lire de ce blason de la Marguerite et des autres pierres précieuses. C'est un petit texte du XVIe siècle dédié à Marguerite d'Angoulême, donc à la sœur de François Ier, qui est un petit traité inspiré des traités antiques sur les propriétés magiques des pierres. D'ailleurs, je vais vous en lire un petit bout qui n'est pas à l'écran, sur ce qu'on a dit précédemment. Il dit par exemple « Le corail nous défend du mal qu'épilepsie on nomme. Le corail qui fort rouge et beau nous conforte et cœur et cerveau, qui d'une maladie extrême ou d'un venin, par un teint blême, nous avertit au col l'ayant. » Donc quand on porte un morceau de corail, si on s'approche d'un poison, le corail devient blanc immédiatement et on sait à quoi s'en tenir. Alors voilà comment conclut l'auteur de ce petit texte dédié à Marguerite d'Angoulême. « Plus que toute pierre du monde, la Marguerite est blanche et ronde, qui naît aux coquilles de mer de rondes écailles consiste, à qui la lune et Jupiter donnent de purger le sang triste. Sa grâce gît en sa rondeur, en sa blanche et vive splendeur. De ce nom, j'honore une reine, en grâce et beauté souveraine, qui a plus de force et d'effet que tant de pierres qu'on admire, qui tout cœur par sa grâce attrait, comme à soi la panthore attire toute pierre,
et qui est un des plus belles pierres, le thym. La pentor, on croyait qu'il y avait une pierre qui attirait les pierres comme l'aimant attirait le métal. Évidemment, il y a toutes les associations aussi de la perle de Grand Prix, de l'Évangile, vous savez, qui est de ce marchand de perles qui vend tous ses biens pour avoir cet objet unique et rare de la perle. Dans un manuscrit du IXe siècle qui est conservé à Berne, qui est très célèbre, qui s'appelle le Physiologus, qui est la première copie qu'on connaisse d'un ouvrage sûrement antique qui était en grec, mais on le connaît par des traductions latines. On nous parle de cette origine de la perle et de son caractère anagogique, c'est-à-dire de comment la perle est une manière de réfléchir sur des réalités plus élevées. Alors, on nous explique que pour pêcher des huîtres perlières, eh bien, on attachait une agate à une ficelle, et donc que l'huître, par une espèce d'analogie magique entre la perle qu'elle contient et cette agate qui lui ressemble, s'approchait et allait mordre à cet hameçon de l'agate. Alors voilà ce que dit le Physiologus de Berne. Il dit « Coquillage est le nom d'un poisson qui vit dans la mer. Celui-ci ouvre sa bouche et prend la lumière et les rayons du soleil et de la lune et conçoit ainsi la perle. » Parce que moi j'ajoute, la perle est une sorte de petite lune et on pensait qu'il y avait un rapport entre les phases de la lune et la croissance des perles qui était dû à la ressemblance entre ces deux objets. L'agate qui trouve la perle doit être comparée à Jean-Baptiste. Il nous a montré la perle précieuse, le Seigneur Jésus-Christ, et a dit de lui, voyez l'agneau de Dieu, voyez celui qui porte les péchés du monde, c'est la perle véritable. Si toi, homme, veux la voir, vends ton bien et donne-le aux pauvres et tu le trouveras. Donc, vous voyez, de jouer sur à la fois l'origine de cette perle et la parabole de la perle de Grand Prix. Alors on voit un magnifique objet qui illustre cette idée de cette perle extraordinaire qui nous ramène à notre idée des gamae, de ces objets qui ont des formes naturellement artificielles, si j'ose dire, puisque malheureusement le photographe viennois où se trouve Seto Kunsthistorisches n'a pas compris comment photographier cet objet. C'est pour ça que je vous ai mis l'autre plus petite photo où on voit ici cette image de Vierge à l'enfant, un peu comme dans la plaque que je vous ai montrée. Et donc, on a transformé cette perle extravagante en une allégorie de l'Immaculée Conception, donc explicitée par cette monture d'or émaillé. Donc, vous voyez les associations de la perle à l'idée de la lune, de la femme, donc deux choses qui sont associées à l'Immaculée Conception, de la virginité, de la lumière. Mais perfection et une certaine imperfection, puisque là c'est une perle justement qui a une forme aberrante, même si cette forme a été faite aberrante pour nous montrer quelque chose d'autre, mais qui pose tout de même la question de la genèse de ces perles et de ces perles irrégulières. Vous voyez ici dans le trésor de Dresde, donc cette idée de montrer cette coquille dans laquelle germent ces perles, dont cette mère des perles, présentée par un mort, encore une fois, qui incarne toute cette idée du lointain et d'un temps, d'ailleurs, aussi indéfini. Alors, parmi nos collections, je vais montrer ce petit terme qui vient des collections de Louis XIV, qui est un objet un peu étrange, composite, fait de différentes pierres et qui semble imiter, en étant complètement artificiel, un objet naturel, et en particulier ces figures de termes, ces figures en gaine, disons d'une espèce de tête qui émerge de quelque chose d'un peu informe, d'un Hermès ou d'un terme. Donc c'est l'idée qu'a employé le concepteur de cet objet, avec une tête en quartz, en cristal de roche fumée, des morceaux de sardoine et de magnifiques perles irrégulières. Alors c'est amusant parce qu'on conserve un autre de ces termes complètement cassés dans la réserve et qui permet de voir qu'est-ce qu'est ce morceau d'agate sur lequel on a imaginé cet objet. Eh bien, c'est simplement un manche de poignard moghol, vous voyez, qu'on voit très bien ici. Et on a des cargaisons de bateaux où on voit qu'on importait des quantités de manches d'agate pour faire des couteaux et toutes sortes d'objets. Et c'est l'idée de ce manche d'agate un peu prosaïque qui a fait naître cet extraordinaire terme avec cette perle irrégulière.
Alors ces paires irrégulières, elles vont pouvoir justement évoquer tout ce qu'il y a d'organique dans une image, c'est-à-dire la plume par exemple, la neige, ce qui est mou, ce qui n'a pas tellement de forme. Donc là, évidemment, c'est le cadre, un peu comme dans l'Immaculée Conception, qui crée la forme, et la perle en quelque sorte informe ou à peine formée, vous voyez, a servi d'inspiration. Par exemple, dans l'aigle, on voit très bien qu'elle a deux espèces de petits gigots, j'allais dire, de petites hauts de pattes, là, qui ont sûrement été l'idée première pour inventer ce bijou. Type de bijou qui était tellement associé à la Renaissance que, évidemment, il ne manque pas de faux bijoux avec des perles baroques. Alors, je voudrais terminer avec ce point en vous montrant cette pendule de Rudolphine Collection qui montre le Massacre des Innocents, qui est une œuvre néo-baroque à deux titres, puisque à la fois elle s'inspire d'une peinture du XVIIe siècle, du Massacre des Innocents de Poussin à Chantilly, mais elle emploie des perles baroques pour constituer les parties de chair des protagonistes de ce drame. Et donc il y a une espèce de décalage évidemment entre le sérieux du sujet et le caractère ludique de la manière dont il est traité. Alors, je voudrais en profiter pour dire trois mots sur cette histoire de baroque. On a appris, quand on a appris ça, que baroque, c'est un mot qui venait de perles irrégulières et d'un mot portugais pour les désigner. Alors si on examine cette chose attentivement, on se rend compte qu'il y a un mot barroco, barrueco en espagnol qui veut dire plutôt des roches granitiques, donc ça n'a pas tellement de rapport avec les perles. Et les premières mentions de perles baroques, de perles irrégulières en portugais, eh bien, on nous dit que c'est emprunté au français. Alors, en cherchant, la première mention qu'on trouve de ce mot baroque associé aux perles, parce qu'il fallait déjà établir que ce soit exact, c'est dans l'inventaire de Charles Quint en 1531, où on nous dit qu'il y a des gros ajorphes dits baroques, enfilés en 7 filets, etc. Des ajorphes, francisé un mot espagnol, al-jofar ou al-fojar, il y a un changement de consonne, qui est une perle irrégulière, qui est lui-même un mot, comme tous les mots espagnols qui commencent par al, qui vient de l'arabe, al-jawar, et jawar, c'est le mot normal en arabe pour dire non seulement une perle, mais un bijou. Et d'ailleurs, c'est assez curieux que les gens qui font de l'étymologie n'ont jamais remarqué que Juel en français, qui est la source de joyel ou jewel, de joyau, dans plein de langues. Jewel et jawar sont probablement le même mot, mais j'ai remarqué que les dictionnaires étymologiques des langues latines ont horreur de ce qui vient de l'arabe ou du persan. Donc en général, on préfère trouver n'importe quel mot latin qui ressemble gaudium pour expliquer joyau que de penser que ça vient simplement d'un mot de même sens en arabe. Donc c'est un peu bizarre cette histoire de ces perles dites baroques. Alors Benedetto Croce avait pensé à autre chose en se disant qu'il y a autre chose qu'on appelle baroque, c'est le nom d'un des 24 syllogismes de l'organome d'Aristote. Donc vous savez, dans la logique d'Aristote, on a organisé tous les syllogismes, présenté toutes les combinaisons possibles de syllogismes, et au Moyen-Âge, on a associé une lettre à chacun des membres du syllogisme, c'est-à-dire si c'est une proposition universelle affirmative, universelle négative, ou au contraire partielle négative ou affirmative. Et elle s'appelle A et I-O. Donc un syllogisme qui aurait une prémisse universelle et affirmative et les deux deuxièmes membres négatifs et particuliers, c'est A-O-O. Et pour se souvenir de toutes ces combinaisons de lettres, on a inventé au Moyen-Âge un système qui permettait de donner des noms à tous ces syllogismes. Donc le syllogisme en A-O-O, c'est barocco. C'est comme ça qu'il s'appelle. Alors évidemment, ce n'est pas un très bon syllogisme, parce qu'ils sont tous parfaits du point de vue de la logique, mais ils ne sont pas tous très efficaces du point de vue de la vérité. Par exemple, voilà ce qu'on peut faire avec un syllogisme de type A-O-O. Tous les tableaux du Caravage sont peints à l'huile.
certains tableaux ne sont pas peints à l'huile, donc certains tableaux ne sont pas des tableaux du Caravage. Bon, c'est pas extraordinaire. Et quand Montaigne utilise le mot baroque, on a pensé que peut-être il ne faisait pas allusion à cette histoire de perles, puisqu'il le montre comme une idée de mélanger le vrai et le faux. Et c'est exactement le principe de ce genre de syllogisme, c'est-à-dire que c'est parfaitement vrai d'un point de vue logique, mais le résultat peut être complètement absurde. Donc, qu'est-ce que ce mot baroque veut vraiment dire? En tout cas, on n'en sait rien aujourd'hui. Voilà, j'ai juste tapé pour vous amuser art baroque sur mon ordinateur et on obtient à peu près tout le monde. Donc vous voyez Le Bernin, Rubens, Caravage, Poussin, Barocci. Donc tout ça, c'est de l'art baroque. On ne sait pas exactement pourquoi ni comment, puisque c'est à la fois un style et une période. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un mot qu'on n'aurait jamais utilisé au XVIIe ou XVIIIe siècle, puisque le seul sens qui est donné dans les dictionnaires de cette période baroque, c'est « se dit seulement », et c'est écrit comme ça, « se dit seulement des perles qui sont d'une rondeur fort imparfaite ». Et il faut attendre 1798, donc en plein néoclassicisme, pour qu'on dise « se dit aussi au figuré » pour irrégulier, bizarre et inégal. Donc c'est extrêmement tardif. Et donc pour terminer, eh bien, je vous montrerai le seul baroque, vrai baroque du baroque. Ce sont ces objets extraordinaires imaginés à partir de ces perles irrégulières qui sont tous trois de la collection d'Auguste Lefort à Dresde et qui sont des objets pas réalisés pour lui probablement, mais plutôt achetés à la foire de Francfort où il achetait beaucoup de choses au début du XVIIIe siècle et où vous voyez que tout ce jeu, de cette rêverie, on a envie de dire, entre l'objet naturel et l'artificiel, ou plutôt le culturel, par exemple, de transformer ces deux perles en cette figure de dromadaire et du coup d'en faire une sorte d'objet exotique et africain, ou bien de choisir de traiter l'épisode héroïque et tout à fait biblique de Samson et le lion, mais de cette manière presque grotesque comme une petite scène de cirque. Et vous voyez que tout l'intérêt de l'objet vient de cette espèce de distorsion, d'écartement, de déchirement entre le sens manifesté par la composition, comme dans le crucifix de corail, et l'aberration que représentent ces perles, puisque une perle baroque, une perle irrégulière, c'est un genre d'oxymore. La perle, c'est la perfection et c'est la rondeur. Et la perle qui ne l'est pas, c'est un objet absurde et qui permet de montrer toutes les absurdités, même un Hollandais, vous voyez, qui patine sur le couvercle de cette boîte, qui est une plaque d'ailleurs de cristal de roche, donc comme de la glace avec du givre à l'intérieur, et qui, comme un narcisse, se contemple dans ce petit miroir. Merci.